Dans la plupart des pays civilisés, les citoyens les plus démunis peuvent compter sur un filet de sécurité. Au Canada, ça a commencé avec l'assistance publique. Dans certaines provinces, on parlait plutôt d'assistance sociale ou encore de sécurité du revenu. Au Québec, tout le monde connaît le bien-être social, même si le gouvernement, lui, parle d'aide de dernier recours. C'est dire à quel point vous êtes mal pris quand vous êtes rendu là. Mais peu importe le terme qu'on utilise, quand vous êtes rendu là, pour bien du monde, vous n'êtes rien d'autre qu'un PS. Bonjour, ici Pierre Verville, imitateur, comédien. Au cours du dernier épisode, Emmanuel et Pierre ont exploré le marché du travail, sans grand succès. Emmanuel a pris le chemin de l'usine. Honnêtement, je cherche quelque chose que je peux faire rapidement. Quant à Pierre, il s'est compromis dans des sentiers autrement plus risqués, le travail au noir. C'est physique, hein? On est dans la poussière, 10 piastres de l'heure. Cette semaine, faute d'avoir trouvé un emploi permanent, les deux naufragés sont de retour à la case départ et aux paramètres même de l'expérience. L'aide sociale, ses règles et ses inévitables fins de mois. Oh, merci. Je finis mon mois, puis je finis mon mois avec... j'ai 65 piastres dans mes poches. Alors, j'ai accompli le premier mois avec un surplus. Hein? Mais je m'ennuie pas de Québec comme tel. C'est juste de meubler le temps qui est long. J'ai pas d'argent pour me payer de quoi ou aller à telle place ou faire ci. J'ai pas d'auto. Je suis limité quand même. Et quand on dit qu'il y en a qui sont dans Hochelaga-Maisonneuve ou dans d'autres quartiers puis qui n'ont jamais sorti de ce quartier-là, ben probablement parce que, bon, ils ont tout été confinés là-dedans, puis c'est une question d'éducation aussi, sauf que ils n'ont probablement jamais non plus beaucoup les moyens pour sortir, là. J'aimerais ça faire des petits jobs, mais c'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus, hein. Comme demain, là, peut-être je vais avoir quelque chose, peut-être que demain, je vais avoir... Ah, ben demain, c'est le chèque. Demain, c'est le chèque. Ben oui, vous devez... j'ai eu mon chèque de 592 pièces. C'est la journée du chèque! Quelle belle journée que la journée du chèque. Les bienheureux sont en fait réunis au casino pour une partie d'échecs en buvant un petit dry Bellini. D'aucuns préfèrent se splasher la gueule. On se croirait sa plage à Miami. C'est pas une journée pour passer tout seul si on peut pas se la péter entre amis. Comment on en vient à l'aide sociale? On serait mieux de dire comment on tombe à l'aide sociale. Habituellement, si on tombe sur le BS, alors comment on tombe? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe? Ça peut être une maladie, une perte de travail. Je termine des études, je ne trouve pas de travail, une séparation. Alors, toutes sortes de raisons peuvent amener que je tombe sur l'aide sociale. L'usine ferme, j'ai 40 ans, je n'ai pas de secondaire, j'ai plus de chômage. Aussi vrai que notre planète est ronde et que le premier se pointe à la fin du mois, on devrait avoir un chèque en an au monde, disait Émile le Capitan des Bois. On fait tellement de blagues depuis tellement longtemps sur les assistés sociaux qu'on a un peu perdu de vue l'origine même de l'histoire. De leur histoire.
fait, on a voulu comprendre d'où venaient tous ces préjugés-là, cette hargne. Alors, on est allé voir un spécialiste de l'image qui s'était justement penché sur la question. À la fin des années 90, j'ai été appelé à réaliser un ensemble de groupes de discussion qu'on appelle des focus groups sur la perception que les gens ont des gens qui sont sur le bien-être social. On interviewait dans ces groupes-là des gens qui sont de revenus très moyens et qui font tout pour y arriver et qui donc ne sont pas sur le bien-être social. Ces gens-là habitent dans des quartiers où il y a évidemment des gens qui sont sur le bien-être social. Ils les voient, ils les côtoient, ils les connaissent. Et ils sont évidemment outrés de voir que certains d'entre eux passent la journée sur leur balcon ou sont en vacances alors qu'eux travaillent et font tout pour y arriver. Alors, ils ont l'impression que le gouvernement devrait être beaucoup plus sévère et s'assurer que les gens qui ont du bien-être social sont bel et bien des gens qui le méritent. Pendant que nos gouvernements débattent sur la notion de mérite à l'aide sociale, notre naufragé, lui, commence à voir les choses autrement. Le bien-être social, là, on a tendance à tous les mettre dans le même pack, OK? C'est tous des BS, OK? Des paresseux. Mais moi, ça fait pas longtemps, puis je réalise que c'est tellement de profils différents, de gens qui sont... je trouve ça totalement injuste de toutes les mettre dans le même paquet, puis que cette perception-là soit celle qu'on a d'eux autres, des paresseux. Il y en a, on s'entend, là, c'est sûr qu'il y en a, mais c'est juste une portion, puis de faire en sorte que tout le groupe qui veulent s'en sortir ait aussi en tout cas, cette image-là qu'on a d'eux autres. Il n'y a rien... Comme société, c'est pas terrible, hein, c'est pas gratifiant, dans le sens que eux autres, là, moi, j'en connais, là, qui se cachent, là, dans le sens qu'ils veulent pas le dire, puis ils vont tout faire pour pas dire qu'ils sont sur le BS, là. Parce que l'image est excessivement négative. C'est pas des gens qui vont s'en sortir, je suis sûr. Mais pendant ce temps-là, tu sais, c'est... Pour l'estime de soi, là, pas terrible. Les BS. Non, mais... Oui, c'est drôle, il y a juste un mot qui me vient, c'est paresseux. Hein? Du monde qui ils veulent pas travailler, c'est pas compliqué. Regarde, moi, ça m'enrage. À tous les matins, moi, je me lève, je sors de la maison, la première chose que je vois, qui c'est que je vois? Mon gros BS au-dessus de chez nous qui me regarde avec un petit sourire à tous les maudits matins. C'est-tu fait, mon grand? Pourquoi tu te lèves pas? Toi? Moi, depuis 30 ans que je suis en contact avec les personnes de l'aide sociale et je n'ai rencontré personne qui a choisi d'être à l'aide sociale. Dans un premier temps, moi, je pense qu'il est bon de rappeler que le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien, ont ratifié des ententes internationales, notamment qui touchent la question de l'aide sociale. Et donc, ils se sont engagés à fournir à toute personne dans le besoin un niveau de vie suffisant. Il y a 3 périodes importantes à retenir dans l'histoire de l'aide sociale au Canada. Tout d'abord, en 1966, on a créé le Régime d'assistance publique du Canada, le RAPC, qui s'engageait à aider les gens dans le besoin, peu importe les causes de leur situation. Ça, c'était un des meilleurs filets de sécurité sociale au monde à l'époque. Malheureusement, ça s'est gâté par la suite. Au cours des années 70-80, on s'est mis à évaluer les personnes, non pas selon leurs besoins, mais selon leur employabilité. C'est très différent. Vous êtes responsable de votre situation en étant employable ou pas, peu importe vos besoins essentiels. Et depuis les années 90, au fil des réformes à travers le pays, on a vu apparaître des catégories. D'un côté, les gens qui sont inaptes au travail, et de l'autre, ceux qui sont aptes. Habituellement, dans notre langage, ça veut dire capable de. Hein? C'est ça qu'on veut dire, capable de. Mais à l'aide sociale, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire action positive pour le travail et l'emploi. Alors, je peux être capable de poser des actions. Mais est-ce qu'un employeur va m'engager pour poser des actions durant 40 heures? Non. Alors, la majorité des personnes qu'on considère étant capables de poser des actions, sur 100 personnes, il y en a juste 8 qu'un employeur engagerait. Donc, les catégories, ce sont des étiquettes qui permettent d'appauvrir les gens, de culpabiliser les gens, parce qu'on dit que c'est un manque de compétences, c'est un manque de motivation. Donc, la personne est responsable de sa situation. Mais si tu es malade
selon nous, nos critères à l'aide sociale, pas les critères des médecins, mais les critères de l'aide sociale. Si tu es malade, là, tu mérites de manger. On va te donner un chèque plus élevé. Les autres, tu es un paresseux, tu es une personne qui abuse du système, donc il faut qu'on te pénalise pour que tu aies le goût de retourner sur le marché du travail. En plus d'appauvrir donc les personnes qui se retrouvent à l'aide sociale, cette classification-là va entretenir les préjugés. Vous savez, si on se retourne, je sais pas, moi, 50 ans en arrière, les personnes qui étaient pauvres ne faisaient pas l'objet de préjugés comme ça, de campagnes de dénigrement. Maintenant, on entend des animateurs de radio parler des personnes aptes au travail. Où vient ce concept de personnes aptes au travail? Ce concept d'aptes au travail vient de la loi. C'est en créant une distinction entre les personnes aptes et inaptes au travail qu'on a, si vous voulez, encourager ces préjugés-là en disant, bien, on revient d'une vieille catégorisation qu'on trouvait autrefois il y a 100 ans, c'est-à-dire entre les bons et les mauvais pauvres. Donc, les bons sont les inaptes, les mauvais pauvres, évidemment, sont les personnes aptes au travail. Donc, on vient à cette distinction-là. Quand on pense à une piste pour essayer de redorer ce blason-là, si on peut dire, c'est clair que ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il faut humaniser ça et qu'on ait du témoignage vrai. Et il ne s'agit pas de véhiculer des images de la pitié. Il va falloir qu'on sépare au départ, je pense assez clairement, les gens qui méritent du bien-être social, c'est-à-dire les gens qui sont handicapés mentalement ou physiquement ou qui ont des maladies ou qui sont incapables de travailler pour n'importe quelle raison. Parce que ces gens-là, d'emblée, d'ailleurs, dans les groupes de discussion, c'est très clair, ça, les gens les mettent... Ces gens-là ont droit à de l'aide et c'est des malchanceux, c'est pas de leur faute, bon, etc. Ça, on le comprend. Mais la ligne qu'on fait entre ceux-là et les autres, elle est assez mince. Et on finit par mêler tout ça ensemble à un moment donné et on parle des gens sur le bien-être social sans faire cette distinction-là. On est chanceux d'avoir... chanceux, je trouve que ça devrait être comme ça partout, mais d'avoir l'aide sociale. Mais en même temps, je vois que la façon que les choses sont construites, ça garde... C'est pas une joke, là. Ça garde le monde dans un engrenage. D'abord, quand j'ai commencé à travailler le personnage de Jean-Guy Lavigueur, je connaissais très peu M. Lavigueur, en dehors, bien sûr, des candidatons, que c'était un monsieur qui était sur le bien-être, qu'il y avait son histoire quand il a gagné le prix, qu'il a dit « je vais me faire venir un troc de bière ». Tout le monde a ri de ça, qu'il a été la tête de turc de plusieurs. Donc, je connaissais pas grand-chose. Je commence à lire ça et j'ai été profondément touché. Après 10 pages, j'ai dit, mon Dieu, c'est extraordinaire. Et là, j'ai vu que ce monsieur-là, parce que j'ai pas voulu l'imiter, ce que j'aurais pu faire, mais c'était pas adéquat de le faire. Et j'ai vu que ses épaules étaient voûtées. C'était comme s'il y avait tout le poids du monde sur ses épaules. Mais en même temps, ce sens de la famille-là, je dis pas que c'est un monsieur qui n'a pas fait d'erreur, c'est pas ça du tout, mais il aimait ses enfants. Ça, c'est clair. Et ça, moi, c'était frappant pour moi. Moi, j'ai une famille de 7 enfants et, je veux dire, nos parents, sans nous le dire, nous aimaient beaucoup. Ils faisaient beaucoup de choses pour nous. Mais on n'était pas riches, ça, c'est sûr. Avec 7 enfants, tu peux pas être très riche. Donc, je pouvais comprendre un peu la situation. Et ça a été formidable. Ça fait que vous voyez, c'est pas super, hein? J'ai vu qu'il y a des ateliers où ils t'apprennent à arranger ton vélo. Ça fait que c'est ça que je vais essayer de faire. Priorité aujourd'hui, transport. Hi. Salut. Ça va? Oui, et toi? C'est ça le vélo. OK, parfait. Moi, j'ai payé 5 $ pour la journée, là. Ils te montrent comment arranger ton vélo. Parce que, tu sais, je savais pas comment faire. Je suis vraiment contente d'avoir appris. Puis, ils te vendent les pièces, là aussi. Il y en a des usagées, il y en a des neuves. Puis, c'est pas cher, là. Fait que il y avait peut-être 3 crevaisons dans mon tube. Fait que c'était plus facile de juste le changer à cause de l'endroit où est-ce qu'il y avait la crevaison aussi. Changer le tube. Il faudrait que je change mon pneu, mais là, j'attends jusqu'à ce que j'aie de l'argent. Parce qu'il va tenir encore, là. Puis là, j'ai changé les rayons qui manquaient. Bye! Merci!
Pour les besoins de l'expérience, Emmanuel et Pierre reçoivent un chèque émis par l'équipe de production. Mais dans la réalité, ils auraient dû passer à travers le lourd processus d'admission à l'aide sociale. Pour votre bon plaisir, on a demandé à Pierre de faire les démarches. Je m'en vais au bien-être social, chercher un formulaire, faire l'exercice, essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout ce système-là. « 371 400 adultes bénéficient de l'aide financière de dernier recours au Québec. Le pourcentage de prestataires au Québec, c'est 7 % de la population. C'est comparable à tous les autres pays industrialisés dans le monde. Et au Québec, ça nous coûte approximativement 240 millions mensuellement. Attendez un peu, 240 millions par mois. Ça veut dire que l'aide sociale au Québec coûte 2,8 milliards chaque année. En Ontario, on parle de 375 millions par mois. Si on multiplie par 12, on arrive à 4,5 milliards par année. Au Canada, c'est 857 millions de dollars par mois que coûte l'aide sociale. Alors, plus de 10 milliards par année. Et c'est pas parce que les montants reçus sont très élevés. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de gens qu'on pense qui sont dans le besoin. Dans la loi d'aide sur les personnes et aux familles, donc l'aide financière de dernier recours, on retrouve différents programmes, dont les deux principaux sont l'aide sociale et la solidarité sociale. Dans le programme d'aide sociale, on retrouve deux types de catégories de clientèle. Les gens qui sont aptes au travail, donc qui sont prêts à réintégrer immédiatement le marché du travail. Ces gens-là vont recevoir, pour une personne seule, par exemple, 592,08 mensuellement. Ensuite, on va retrouver des gens qui sont contraints temporaires à l'emploi. Ces gens-là recevront mensuellement 713,08 Ensuite, dans l'autre programme, la solidarité sociale, on va retrouver les gens qui sont contraints sévères à l'emploi. Ces gens-là vont recevoir donc mensuellement 887,08 Évidemment, comme les programmes d'aide sociale diffèrent d'une province à l'autre, les montants et les classifications vont varier un peu. D'ailleurs, ça change à chaque année ou presque. Mais dans l'ensemble, en 2010, une personne apte au travail vivant seule au Canada pouvait espérer entre 500 et 800 $ par mois. Bref, calculez ça comme vous voulez, là, ça fait pas plus que 26 $ par jour. Alors voilà. C'est tout ce qu'il faut pour obtenir mon chèque. Il faut juste le remplir, là. Ça a l'air assez compliqué. Il y a 2 ou 3 formulaires, dont un, il faut qu'il soit rempli par Fred, le signataire du bail. D'autres affaires que ça me prend que j'ai pas, certificat de naissance, des choses comme ça. Alors, beaucoup d'agréments, je pense. Le problème avec tout ça, là, c'est qu'il y a une facilité. Écoute, tu vas juste là, pousse-pousse le petit crayon, là, tu remplis les petites feuilles, poses des petites questions, tu peux dire ce que tu veux. Eux autres, ils checkent ça un peu, puis après ça, bang, qu'est-ce que tu reçois de ton chèque? Ah ouais, tout t'arrive à la maison, direct dans les mains. Ah ouais, gratis! Puis là, ils sont tous contents, ils s'en vont au dépanneur, achètent leur petite bière. Il n'y a personne dans la société qui a plus d'enquêtes que les personnes assistées sociales. Les personnes assistées sociales, quand elles font leur demande, elles reconnaissent le droit au gouvernement, aux fonctionnaires d'aller vérifier partout dans leur vie, que ce soit les voisins, les familles, les caisses, les épiceries, les enquêtes et dans tous les ministères. C'est assez exhaustif, par exemple, par rapport à toutes tes formes de revenus ou de placement, là, dans le sens qu'il y en a, je dirais facilement, mon Dieu Seigneur, une trentaine de possibilités. Tes placements, tes obligations d'épargne, tes rires, tout ça, c'est listé. 5, 10, 15, 20... facilement 30-35 possibilités de revenus qu'il faut que tu dises si jamais t'en as ou pas. Puis là, de demande de service où je suis rendu, bien là, c'est beaucoup plus, là, eux autres pour peut-être te replacer parce que tu as toute une grosse partie de ça, c'est tous tes emplois, ton pedigree, ton curriculum vitae, finalement.
Alors, quand on est à l'aide sociale, en signant la demande de l'aide sociale, je reconnais que je n'ai plus le droit à la vie privée et que le gouvernement peut prendre tous les moyens pour vérifier ce que je fais ou ce que je dis. Et en plus, à chaque mois, je dois faire un rapport. Je suis en libération conditionnelle. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, on entendait parler des boubous macoutes. Hein? C'était des super agents enquêteurs de l'aide sociale qui rentraient chez les gens et qui fouillaient dans les tiroirs là, pour coincer les fraudeurs. En fait, on se demande si ça a déjà existé ou si c'était simplement une légende urbaine. Il y a différents types d'agents d'aide socio-économique dans nos services également. Il ne faut pas oublier que souvent, on entend parler des boubous macoutes, là, même encore aujourd'hui. En 2010, on entend parler des boubous macoutes. Ça existait il y a 30 ans. C'est encore resté dans la mémoire collective parce que ça a marqué la société. Le rôle des boubous macoutes, à l'époque, qui étaient des agents visiteurs, qui avaient le pouvoir d'aller chez les prestataires pour aller faire des vérifications, donc entrer chez la personne, vérifier si la personne vivait seule ou avec d'autres personnes. Bien sûr que dans l'application de cette tâche-là, il y en a peut-être qui ont abusé, qui sont allés un peu trop loin. Et suite à ces abus-là, il y a eu des plaintes sur la protection de la vie personnelle, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, un rôle comme ça ne pourrait plus exister. Premièrement, la loi a changé énormément sur l'aide de dernier recours. Et puis, c'est tellement réglementé au niveau du respect de la vie personnelle que nos enquêteurs ne peuvent pas entrer chez quelqu'un sans avoir une autorisation. J'ai été agent d'aide socio-économique pendant plus de 12 ans et j'ai appris énormément auprès de la clientèle. Mais il reste que c'est un emploi qui n'est pas nécessairement facile parce qu'on est en contact constant avec la misère. Il y a différents types de misère aussi. Hein? Alors, c'est pas juste de la misère économique, parfois c'est de la misère sociale. On a un rôle à jouer d'entraide, de relation d'aide, puis on est tiraillé aussi avec l'administration des fonds publics. Donc, c'est un emploi pas facile, mais qui est nécessaire. Côtoyer la misère, on s'y habitue jamais vraiment, même dans un bureau du ministère. Si, en principe, la pauvreté est l'affaire du gouvernement, il n'y a pas si longtemps, c'était les communautés religieuses qui venaient en aide aux gens pauvres. Aujourd'hui, à défaut de pouvoir compter sur un État-providence, il nous reste l'État. Et la providence est jamais bien loin. Allô? Moi, c'est Emmanuel. Oui, c'est Emmanuel. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez rencontré Mme Caron? C'est ça. Alors, si vous voulez passer à côté. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ce qui m'amène, c'est que j'ai juste 20 de reste pour le mois. Comment? J'ai juste 20 de reste pour le mois. Puis, On est au 16 juin, là? Oui. Et c'est ça, j'ai entendu que vous aviez des bons d'achat pour la nourriture. Ça, donc c'est ça qui m'amène. Vous avez un logement? Oui, j'ai trouvé une sous-location. Est-ce que je peux vous demander combien vous payez? 400 $. 400 $? 400 $. Puis moi, j'avais 592,08 pour le mois. Donc... Dans notre paroisse, on donne des bons d'alimentation pour que vous pouvez échanger au magasin. Des bons de 30 $ quand la personne est seule. Pour les familles, c'est autre chose. OK. Alors, je peux vous donner un bon de 30 $. OK. Et vous pouvez aller dans les magasins ici à Outremont, près de chez vous, c'est PA. OK. Alors, vous pouvez aller chez PA. Il y a un bon ratio qualité-prix. Oui, je suis allée une fois. Vous connaissez, bon. Merci à vous souhaiter le meilleur des chances pour beaucoup de choses. Merci. C'est plus facile de se moquer de gens qui ne peuvent pas se défendre que de se moquer de gens qui ont du pouvoir. C'est moins dangereux. Quand tu te moques de gens qui ont du pouvoir, qui ont de la richesse et tout, ils peuvent te poursuivre, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Mais quand tu tapes sur des gens qui sont déjà à terre, pas de trouble, hein?
Effectivement, je pense qu'il n'y a pas d'insulte plus blessante que de traiter quelqu'un de bien-être social ou d'assisté social. Parce que tout ça est rattaché non pas simplement à des questions d'ordre criminel, c'est pas ça l'histoire. Ce sont des profiteurs. C'est des gens qui réussissent par tous les moyens à aller chercher de l'argent au gouvernement qu'ils ne méritent pas ou plus qu'ils en méritent. Les handicapés, pas de problème. Parce que c'est pas une affaire que t'en profites, t'en as besoin. Mais le problème avec la majorité des BS, c'est qu'ils n'en auraient pas de besoin. Ils pourraient travailler. Mais ils vont pas. Ils se lèvent pas. Ils boivent de la bière. Hein? Ben, le problème avec eux autres, c'est que c'est les meilleurs au monde pour trouver toutes les petites maudites combines pour essayer de fourrer le système. Puis le pire là-dedans, c'est qu'ils réussissent à fourrer le système. Ça m'enrage parce qu'ils sont tellement rendus bons là-dedans. Écoute, c'est des fraudeurs professionnels. Des maudits fraudeurs en marde. C'est rien que ça pour moi, les BS. Les personnes assistées sociales sont toutes des fraudeuses, mais en réalité, le gouvernement ne peut pas prouver, avec ses propres recherches, qu'il y a plus que 4 %. On sait qu'au niveau des rapports d'impôts, de façon consciente, on reconnaît que c'est 20 % que des gens essaient de diminuer l'impôt à payer. Des fraudes ou des fausses déclarations à notre ministère, effectivement, il y en a. Je dirais que le pourcentage varie de 4 à 5 % à peu près. Donc, c'est comparable aux autres ministères, par exemple le ministère du Revenu. Les deux raisons principales où il y a des fausses déclarations chez nous, c'est la notion de revenu de travail non déclaré. Et l'autre point important, c'est les vies maritales non déclarées. Encore là, il faut faire attention aussi au niveau des montants de fraude à l'aide sociale. Avec les montants qu'on verse à la clientèle, s'il se passe une fausse déclaration ou un montant qui est perçu en trop pour un mois, on se retrouve avec une fraude de 592 $, 600 $, 700 $. L'accumulation du nombre de prestataires fait en sorte que parfois les montants peuvent paraître élevés. Puis, où ça touche la sensibilité du public, c'est que cet argent-là provient des fonds publics, justement. Alors, c'est pour ça qu'individuellement, comme faisant partie d'une société, on a l'impression que c'est nous qui sommes fraudés, que c'est notre argent, c'est l'argent qui provient de nos poches. Chaque premier jour du mois, c'est le même rituel pour les assistés sociaux. Faire la file au centre d'emploi, à la banque, à l'épicerie, au dépanneur. On met son orgueil de côté et on va chercher le chèque qui nous permettra de manger, de survivre un autre mois. La réalité n'est pas différente pour Pierre qui, à défaut de recevoir un véritable chèque du ministère, attend, comme tout le monde, l'enveloppe postée par l'équipe de production. « 467,8 $. Alors, j'ai un magnifique chèque de 467,8 $. Alors, il manque 125 $. Ah! Alors, on va poser la question pourquoi? Parce que c'est 592 $ que je suis supposé d'avoir. Eh, bye. Parce que je l'ai eu trop facile le premier mois, c'est ça? Oui, Marc, c'est Pierre. Ça va pas tellement bien. Tu sais, il manque de l'argent sur le chèque. C'est 592 $. Puis là, il y en a 467. Bon, mais Marc, mais je sais, Marc, mais ça, là, je peux pas tout contrôler. J'ai fait 25 demandes d'emploi. Je peux pas forcer aux gens à m'engager légalement. Puis à un moment donné, vu que les gens t'engagent pas, puis il faut que tu manges, puis il faut que tu arrives, là, tu prends les solutions qui te sont offertes, là. Alors, c'est pas que je veux pas travailler correct, OK? J'ai fait plein de demandes. C'est juste que je me suis pas fait engager. Puis ça, c'est une autre réalité. Il y en a qui commencent à être sur le bien-être social puis qui n'ont pas une job demain matin. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour arriver? Ils travaillent au noir. Puis tu penses qu'ils vont le dire au gouvernement quand ils vont voir leur rencontre mensuelle? Ben non.
Donc, en principe, vous le savez pas. C'est du travail au noir. Vous le savez pas que j'ai travaillé au noir. Penses-tu que les gens du BS, ils se lèvent la main puis ils partent en courant en disant « j'ai travaillé au noir ». Regarde, crise de chèque, là, m'a le déchiré, puis m'a travaillé, puis je vais être capable de m'organiser, c'ti. Non, mais rendu à un moment donné, là, tu dis, bon, on joue pas la game, OK? Travailler au noir, on peut pas passer à côté de ça. S'il veut jouer legit comme ça, OK? Ben moi, je vais faire le délinquant de l'autre bord, là. OK, si vous vous rappelez bien, Pierre a travaillé au noir au cours des dernières semaines. Malheureusement pour lui, on l'a su. Et, comme c'est prévu par la loi, toute somme gagnée au-delà de 200 $ est automatiquement retranchée sur le chèque du mois suivant. C'est plate, mais la loi est faite comme ça. Ce qu'on n'avait pas prévu, par exemple, c'est la réaction de Pierre. Alors, comme on est du bon monde, on lui a remis un chèque complet. On n'aurait peut-être pas dû, parce que dans la vraie vie, t'as pas le droit à une deuxième enveloppe. Mais je crois que c'était ça où on le perdait. Ça me fait même pas rire, esti. C'est peut-être un chèque du même montant, ça, là, du bon montant, hein, j'imagine. C'est pas le même chèque que tantôt. Vous n'auriez pas eu le temps de faire ça dans une enveloppe. Non, 192,8. On entend toujours que les BS veulent pas travailler, mais en même temps qu'ils travaillent tous au noir. Alors, c'est quoi la vérité? Pour nous, c'est que oui, les personnes assistées sociales veulent travailler. Mais est-ce que les employeurs veulent les engager à des conditions décentes? Est-ce que les employeurs veulent les utiliser pour les faire travailler en dessous de la table? Parce que si on parle de travail au noir, ça veut dire qu'il y a du monde qui sont très intéressés à payer en dessous de la table. Donc, ce préjugé-là sert à quoi? Sert les intérêts de qui? Ça sert à détériorer les conditions de travail de l'ensemble des personnes et de détériorer les conditions de vie des personnes assistées sociales. Pas personne qui peut me dire qu'il n'a jamais utilisé quelqu'un au noir ou qu'il n'a jamais lui-même travaillé au noir. Le travail au noir, c'est pas un problème de notre ministère, c'est un problème de société. En achetant son vélo à 20 $, Emmanuel était sûr qu'elle faisait une bonne affaire. Mais depuis ce temps-là, il a dû faire réparer un pneu et s'acheter un cadenas pour pas se faire voler son vélo, bien évidemment. Malheureusement, quand t'es pauvre, ton budget te permet pas toujours de faire les bons choix. C'est pour mon vélo. OK. Je regarde si je peux pas m'en tirer moins cher avec la chaîne puis un cadenas que m'en acheter un comme ça. À 6,39. Puis une chaîne, ça doit valoir environ 3 pieds de chaîne, ça va coûter à peu près 6 piastres. Puis ça revient à peu près 12 $. Moi, je me suis amené 10 piastres. Que faire? J'ai pas vraiment le choix, j'ai juste 10 piastres. On va vous faire un prix. La chaîne, là, on va la mettre à 1 $ le pied. Sur 2 pieds, ça va coûter 2 $. Plus le cadenas à 6,99, ça fait 7. Ça va payer 8,99 plus ça, les vous taxes. pouvez faire ça? Je peux vous donner un petit escompte. Merci. Wow. Fait que... c'est ça. Ça va être la chaîne. OK, merci. Tu veux autre chose? J'ai juste 10 piastres, fait que... Une chaîne, ça permet de protéger son vélo comme ça permet d'attacher ce qui nous est cher. Mais une chaîne, c'est aussi ce qui nous empêche d'avancer, d'aller plus loin. C'est la même chose quand on est à l'aide sociale, quand on n'a même pas les moyens d'améliorer son sort. Il y a toujours une distance entre ce qu'on voudrait et ce qu'on peut se permettre. C'est quoi la vie, là? À quelque part, tu peux rien te permettre, OK? Même pas une petite gâterie. Tu peux juste te permettre l'essentiel. Ça fait... quand tu dis une petite vie, là, c'est ça. Puis je pense pas qu'il y ait personne qui veuille faire une petite vie comme ça. Je pense que tu y arrives parce que t'as pas le choix. Tu t'es ramassé là parce que t'as tombé, t'as trébuché d'une marche à une autre, tu t'es rendu jusqu'en bas de l'escalier, tu sais. Puis c'est un peu... je pense que c'est ça. La pauvreté, c'est de pas être capable de faire ce que tu veux.
c'est te restreindre à un strict minimum. Ne pas être capable de t'acheter une bonne paire de running shoes, mettons, à 80$. Il y a une crise de différence entre une paire de running shoes à 80$ et une paire de running shoes à 15$. Tu sais, sur le coup, ils sont bien beaux, tes running shoes à 15$, mais marche longtemps avec, tu vois, que... On est dans Hochelaga Maisonneuve. Ben, pas moi, je trouve que c'est un quartier comme un autre. C'est sûr qu'à l'œil nu, tu vois bien de la prostitution, bien de la drogue. Le fait qu'on voit beaucoup de pauvreté, moi, je dis, c'est parce qu'ils ont groupé les pauvres tous à peu près dans le même quartier. Si tu regroupes tout ce monde-là ensemble, à un moment donné, je sais pas, là. D'après moi, c'est pas bon, là. Ma mère est morte d'un édème pulmonaire. Mon père était déjà à l'hôpital, puis quand on lui a dit ça, ben, il s'est laissé aller. Tout ça en 7 jours de différence. J'avais 13 ans à ce temps-là. Mon éducation, c'est moi-même qui l'ai faite. En regardant les meilleurs des meilleurs, tu sais, puis c'est de même t'apprends, moi, c'est trop de même, j'ai vu ça, tu sais. Mon frère Richard, c'est pas malin pour Saint-Saëns. C'est un genre de déprimé qui a peur de tout. Puis il a fait abuser de lui toute sa vie, où c'est qu'il travaillait. Regarde comment est-ce qu'il est rendu à 60 quelques années, là. Tu te dis, gars, c'est pas encourageant non plus, tu sais. J'ai travaillé pendant 5 ans, comme tu dis, dans la construction de décors. De petit contrat à petit contrat, tu sais, mais enchaîne ça, ça faisait un gros contrat, tu sais. Vu que je savais pas si je travaillais la semaine d'après, ben j'ai jamais rien déclaré. Puis il a fallu que je rembourse toute la bien-être sociale que j'ai eue. Fait que j'ai sombré pas mal dans le... Moi, je veux plus rien savoir. Jusqu'à temps là, de ressortir petit peu par petit peu, puis... Là, à un moment donné, je veux me payer du luxe, aller à la pêche, voyager un petit peu. Tu peux pas faire ça sur le bien-être, ça, bien entendu. C'est la vie, le travail. C'est pour ça que je suis retourné aux études pour travailler. Le travail, c'est la santé. J'ai pris de la bedaine, il faut que je travaille. Je me présente, je suis Sylvain Marion, j'ai 44 ans, puis je reste dans Hochelaga Maisonneuve depuis toute ma vie. Sur le fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça a toujours été comme ça, je pense, mais l'apparence est importante. On se définit beaucoup aussi par notre travail. Tu sais, quand quelqu'un ne travaille pas, quand quelqu'un même est en chômage même, et autour de la table comme ça, on mange et on se parle de nos métiers. Toi, qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci? Et quand la personne ne travaille pas, c'est très difficile de dire, ben là, j'ai pas d'emploi, ou parce qu'on se définit beaucoup, comme je dis, par notre travail, hein, peut-être un peu trop. Hein? L'apparence est importante. Ce qu'on est, ce qu'on vaut, alors que c'est pas ça, dans le fond. Hein? C'est ce qu'on est qui est important. Mais même à ça, je trouve ça difficile. Des fois, c'est ça, on a des préjugés. Et la personne se sent moins importante. Ce qui fait que la personne se rapetisse un peu, se dégage moins, la personne prend moins de place, veut pas prendre de place parce qu'elle se sent pas intéressante, la personne. Et ça, c'est grave, à quelque part. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça pour changer un chèque? OK. Est-ce que c'est la première fois chez nous? Oui. Alors, on va vous ouvrir un dossier. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne ici, un rapide chèque? Non, du tout. Ça, je vois que c'est un chèque de paye. Donc, d'habitude, on prend des frais de 2,75 du montant, plus OK. 2,75 $. Par contre, quand c'est la première fois, votre premier chèque de paye, il est gratuit. Ensuite, c'est à chaque 5e chèque que c'est gratuit. C'est en bas de 800 $. Donc, pour moi, ça va être gratuit cette fois-ci. Absolument. En temps normal, ça vous aurait coûté 2,75 % du montant, plus 2,75 $. Donc, ça vous aurait coûté en tout 19,3 $ sur cette somme-là. Et si jamais j'avais eu un chèque du gouvernement, un chèque de bien-être ou un chèque, ça aurait été combien? Les chèques de gouvernement, ici, on les encaisse gratuitement, mais pour pouvoir les encaisser ici, on charge un service prépayé de 16,99 $ si le chèque il est de 300 $ et plus. Ce 16,99 $-là, c'est une fois par mois. Ça vous donne droit à des paiements de factures gratuits ou à des photocopies gratuites. Si jamais Est-ce que je peux payer mes factures d'électricité? Absolument, oui. On offre le service de paiement de facture. Et si jamais vous avez d'autres chèques de gouvernement dans le même mois, c'est encaissé gratuitement aussi. Alors, c'est vraiment un frais fixe là, de 16,99 $. Parfait.
Vous avez 102, 53, 54, 20, 40, 60, 80, 520, 40, 60, 90. Alors, ça, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. Plaisir. Merci. Vous êtes jaloux, hein? Avez-vous eu autant d'argent que ça dans vos poches, vous autres? Mais disons que ça ne restera pas longtemps dans mes poches, hein? Sur une année donnée, n'importe laquelle, qu'on me trouve un exemple de choses positives qu'on dit à propos des gens sur le bien-être social, je serais très surpris. Il n'y a jamais rien de positif. Alors qu'il y a là-dedans beaucoup de gens qui cherchent un emploi de façon très, très sérieuse, qui suivent des cours, etc., et qui méritent qu'on les aide et non pas qu'on les écrase. Comment l'expliquer que ce soit devenu un crime d'être pauvre? Comment expliquer que comme société, si je suis pauvre, j'ai choisi d'être pauvre? Qui a le goût de tomber à l'aide sociale dans la société? Personne n'a le goût de tomber à l'aide sociale. L'aide sociale, ça s'appelle l'aide financière de dernier recours. C'est parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, dans leur vie, vivent de grandes, grandes difficultés socio-économiques. Ils sont là parce qu'on existe et c'est nécessaire qu'on soit là pour eux. On est là pour aider ces gens-là, les plus démunis de notre société. Là, je quitte la colocation. Ça devient pesant, là, dans le sens que j'ai 53 ans. Eux autres, ils ont tous 35 ans et moins. Je peux pas tout le temps de Sarumba, OK? Même si je ne l'étais pas, mais forcément, vu qu'ils sont 8, 9, 5, 6, il y a tout le temps du monde là. Puis à quelque part, eux autres aussi, tu sais, ça les limite, là. Parce que des fois, OK, Pierre, il faut qu'il se couche. Pierre... Fait qu'eux autres, ils sont un petit peu... Je te dis pas que je suis dans le jambe, OK? Parce qu'ils disent souvent, non, tu nous pondères un peu, ça nous permet de modérer un peu. La relation que j'avais avec eux autres, je peux la maintenir sans nécessairement rester là. C'est des gens avec lesquels j'ai une affection. Regarde, je suis sûr que je vais garder contact avec André puis Fred. Ça va me permettre de voir d'autres choses. Fait que je m'en vais à la maison de chambre. Comment veux-tu qu'on survisse? On est tous au salaire minimal. Y a pas de danger de faire une overdose avec des miettes. C'est ma chambre. Beaucoup mieux que ce que j'avais vu la première fois. En fait, c'est même correct. La porte d'entrée, une commode. Ça, c'est le petit lavabo avec le poêle, là, le frigidaire. Non, je pense que ça va être intéressant. Au cours du prochain épisode, nos deux naufragés découvrent que, quand l'appétit va, le portefeuille ne suit pas toujours. Emmanuel espère pouvoir remplir à peu de frais son garde-manger en participant à une cuisine collective. On a fait beaucoup de nourriture. 360 portions, je pense. Pierre s'installe dans sa nouvelle chambre et devra apprendre à cuisiner avec le strict minimum. Comme un ado qui se retrouve en appartement pour la première fois. L'évier avec les 2 ronds puis le frigidaire, tout marche. Tout marche, j'ai testé.